Je disais, le professeur Raoult soutient votre démarche du Front populaire. Et vous soutenez à fond aussi Didier Raoult dans sa démarche, aussi dans ses mises en cause qui sont importantes et graves même du Conseil scientifique. On a eu une longue conversation d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie des sciences, c'est-à-dire comment se constitue un savoir. On était en plein coronavirus et c'était un peu surréaliste, on était tous les deux au téléphone et puis on parlait de Feyerabend, qui est un épistémologue, on a parlé de Husserl, de Nietzsche, donc au pied levé, hein, il n'avait pas de notes, il n'avait pas de fiches. Donc voilà quelqu'un qui pense sa discipline, parce qu'on peut être médecin sans penser sa discipline qui est la médecine. Et il y a une formule qu'on attribue à Georges Canguilhem, en fait c'est une formule de Bergson, qui nous dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est un art au carrefour de plusieurs sciences. Et donc, quand on dit les scientifiques ont dit, moi, là, c'était malade, j'ai perdu ma compagne d'un cancer, j'ai fréquenté les hôpitaux pendant une quinzaine d'années. Et donc, les médecins, vous leur demandez un avis, vous en donnez un. Vous avez un avis d'un deuxième, ce ne sera pas le même, puis un troisième, puis ce sera peut-être même aussi contradictoire. Donc, il y a une espèce de débat du genre, où est la vérité ? La vérité, elle est dans le fait qu'il n'y a pas de vérité. Dans le fait que ça n'est pas une science à proprement parler, sûrement pas une science dure, ça se saurait, mais que c'est un art avec des gens qui font des propositions. On sait qu'il y a une partie chamanique dans la médecine, que vous arrivez, vous avez un médecin, la blouse blanche, il s'en vient vous dire, vous avez ceci, vous avez cela, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, et vous avez un effet placebo dans les médicaments. On l'a même chiffré à 30%. Hein. Donc, j'entends le professeur Raoult quand, dans un moment où tout le monde est perdu, le président de la République qui nous dit c'est pas grave, et puis après on peut sortir, puis après bah non, des médecins sur des plateaux de télévision qui disent c'est une grippette, c'est pas grand chose, etc. Lui, il a un cap. Ce que dit Descartes à un moment donné, on est perdu. C'est pour ça qu'il est populaire. Oui, sûrement, parce qu'il a un cap qui dit je ne m'occupe pas de Paris, des décisions, etc. Il y a un aspect anard chez lui, quoi. Il y a un aspect anard qui nous dit mais moi, les gens du peuple, ils viennent chez moi et je vais les tester. Et si on les teste, on les soigne. J'ai une proposition de médecine. Cette proposition de médecine, dès que ça démarre, c'est l'association de ces deux médicaments, etc. C'est une proposition qu'il fait. Et d'un seul coup, ça devient un délire. Médiatique, mais surtout politique. Il n'a pas tort de dire, il fait une espèce d'analyse à la Bourdieu en disant, mais regardez, mettez en perspective les gens qui ont parlé, les gens qui sont d'une certaine manière partie prenante dans les laboratoires. Mais on pourrait même ajouter la critique des Gilets jaunes, la défense d'Emmanuel Macron, la défense d'un certain monde, et globalement, vous avez une espèce de ligne droite qui permet de coaguler tout ce monde-là. Alors, on parle de votre revue, qui est aussi une démarche politique, Front populaire, revendication 36. Tiens, pour vous mettre de bonne humeur, 36. Promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. Voilà, la belle équipe, Julien Duvivier, 1936. Je le dis parce que ce Front populaire, vous l'assumez. Vous dites en quelque sorte que le gouvernement de Léon Blum, c'était à peu près le dernier gouvernement qui s'est préoccupé du peuple et du souci des ouvriers, de la classe ouvrière. C'est le dernier. Oui, alors 2 mots sur ce film, parce qu'il est extrêmement intéressant. D'abord, j'adore Gabin, qui me donnait des frissons, là. Et ce film est extrêmement intéressant parce que vous avez une fin. Duvivier a fait une fin de ce film. Et aux États-Unis, on lui a dit, ah non, cette fin tragique, elle n'est pas bonne, il faut nous refaire une fin américaine, il faut un happy end. Donc c'est un film qui dit une chose et son contraire, suivant qu'on est de part et d'autre de l'Atlantique. Ma gauche, à moi, elle est libertaire. C'est une gauche proudhonienne, et ma gauche, c'est pas 1793, c'est pas la terreur. C'est plutôt la commune, d'une certaine manière. Mais parce que la commune, par exemple, elle détruit les bois de la guillotine, alors que 1789, c'est un peu déjà 1793, la prise de la Bastille, on commence à couper des têtes, à les mettre au bout des pics, alors qu'on est en juillet 1789. Et je pense que cette gauche-là, on n'en parle pas, parce qu'elle n'a pas fait de bruit, et pour tout le monde autour de cette table, enfin je ne vais pas m'engager pour tout le monde, mais je veux dire que pour beaucoup de gens, 36, ce sont des sourires. Ce sont des gens qui sont sur des tandems, qui sont sur des vélos. On voit des toiles de tente, ils sont en train de camper. Il y a le camping. Et on découvre la plage, on découvre la mer, on découvre le bonheur d'être ensemble. On boit un coup, on saucissonne, et puis voilà. Et il y a eu des avancées pour le peuple, le petit peuple, sans violence, sans qu'une seule goutte de sang soit versée. Alors, c'est évidemment pas une revue historique. Non, il n'est pas question. Non, bien sûr, mais c'était le titre qu'effectivement vous assumez tout à fait. Vous avez raison. Alors, tout le monde a déjà entendu votre objectif aujourd'hui, parce que c'est juste sur la couverture souverainiste. C'est la volonté de rassembler les souverainistes de droite, de gauche, de nulle part d'ailleurs, dans une démarche très forte en même temps. On va dire c'est pas nouveau, il y en avait d'autres qui avaient essayé avant vous et ça n'a pas marché. D'abord, je vous remercie.
de ne pas tronquer la formule. C'est trop facile de dire de droite et de gauche et surtout de droite, alors qu'on a dit de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est On va y surtout... arriver parce qu'on trouve qu'il y a plus de gens de droite que de gauche, mais on va y venir. Oui, dans un instant. je veux bien qu'on en parle volontiers. Oui, oui. Bien sûr que c'est une vieille idée, sauf que il faut penser chronologiquement, historiquement. C'est-à-dire que quand des gens comme De Villiers ou Chevènement pensent la question du souverainisme, ils disent attention, cette Europe qu'on vous promet, ça va être une catastrophe. Mais cette Europe, personne ne peut dire ce qu'elle est, puisque tout le monde nous dit elle va être formidable, alors que d'autres nous disent elle va être une catastrophe et qu'elle n'existe pas encore. Là, on a du recul. C'est-à-dire les gens qui ont pu à l'époque estimer qu'effectivement les médias dominants leur expliquaient que soit on était beau, jeune, intelligent, riche, et à ce moment-là on votait oui à l'Europe de Maastricht, sinon on était un crétin pauvre de banlieue, etc. etc. Et bien là, d'un seul coup, on se dit on a 30 ans de recul, quelque chose comme ça. Et on a vu ce que c'était que cette Europe. Elle a les pleins pouvoirs depuis des décennies, elle a les médias avec elle, l'idéologie dominante est de son côté, et on se dit mais c'est quoi ? Chômage, misère, pauvreté, xénophobie, antisémitisme, montée des populismes, etc. Et on se dit, mais faites amende honorable, expliquez-nous que vous avez failli un peu. Tout ça, c'est Maastricht, franchement, Michel Onfray. Évidemment, il y a quand même il y a un moment donné où il faut être responsable, et pas seulement responsable mais pas coupable. Il y a un moment donné où quand on a les manettes, toutes les manettes, rien que ces manettes-là, et qu'on estime que tous les autres sont des fascistes, des nazis, des gens d'extrême droite, etc., c'est mon cas. Hein. Vous invitez Jacques Doriot, au cas où vous ne le sauriez pas, sur ce plateau. J'ai vu qu'on vous accusait d'être Jacques Doriot. Mais oui, Bernard-Henri Lévy, Axel Kahn, Jean-François Kahn, plein de journaux, 4 pages aujourd'hui contre moi dans Libération, formidable, très bien, ils nous font une pub formidable. Mais je dis juste à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir un débat intelligent ? C'est ce que nous proposons, on ne demande qu'à débattre, y compris avec des gens qui seraient contre le souverainisme et qui nous expliqueraient pourquoi et comment. Mais est-ce qu'on peut arrêter de s'insulter ? Est-ce qu'on peut enfin débattre ? Jean-Luc Manot ? Oui, la question que je voulais vous poser, avec une idée ou deux dedans peut-être, c'est le Front populaire. Moi, je suis ceux qui pensent que le Front populaire, c'est une page glorieuse de l'histoire de notre pays. Le problème, c'est que le Front populaire, il se fait en grande partie contre les gens que vous rassemblez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se fait avec la classe ouvrière, avec une sorte de front de classe qui se fait contre les De Villiers, qui se fait contre les réactionnaires, qui se fait contre beaucoup de ces gens. Première question, qui a changé, eux ou vous ? Deuxième question que j'ai envie de vous poser en vous écoutant, c'est sur la question, pareil, 36. Où elle est la question identitaire en 36 ? Où elle est la question ? Il y a pas de question. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va en Espagne faire des brigades internationales ? C'est comment on résiste de manière universelle et comment la France joue son rôle universel. Donc on n'est pas sur une question de ce que moi je trouve et que je critique dans vos propos de repli identitaire. C'est pas la quête d'identité qui me pose un problème, c'est quand elle se replie. Première réponse, c'est vous qui avez changé, c'est toujours ce qu'on vous dit. Oui, mais comme les gens ne lisent que les titres de mes livres et éventuellement les commentaires qui sont faits dans les journaux qui deviennent des commentaires de commentaires avec lesquels on fait des théories. Ce que disait Jean-Luc, je parlais du titre de la revue, je vous réponds, en 1992, j'étais opposé à Maastricht. Donc, est-ce que j'ai changé ? C'est facile de dire après ça, Onfray, il a changé. Mais Michel Onfray, c'est pas la question que je vous posais, c'était pas vous à titre individuel. Je voulais dire dans la sphère politique, qui a changé ? Est-ce qu'il y a un mouvement de cette droite qui est devenue souvent très rude, qui est devenue très fréquentable, parce que finalement, ou alors les items ont changé et la question c'est plus la droite, la gauche, c'est plus un affrontement, il y a plus de lutte de classe, il y a plus ce qui est porteur ce qui est signifié en 36. Est-ce qu'il y a une question comme c'est au-dessus et qu'il y a un démon Maastricht qui nécessite que toute valeur confondue, on rassemble tout ce beau monde? Non, mais évidemment que tout le monde a changé, la gauche aussi. Je veux dire que moi, j'ai voté pour Mitterrand en 81, et je vous dirais que ces idées de 1980, je les défends encore. Simplement, Mitterrand en 83, il les défend plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tous ces socialistes qui nous ont dit... Moi, j'ai été initié à la politique par des gens de gauche que j'ai adorés, mon coiffeur, mon institutrice, un autre instituteur que j'ai aimé, parce que la gauche, pour moi, c'est une vie de gauche. C'est pas seulement des grandes proclamations. Et quand en 80, j'ai voté pour Mitterrand, j'étais jeune. On m'a dit, mais Mitterrand, la Francisque, la cagoule, etc., l'Algérie française, etc. Je dis, ouais, d'accord, mais c'est des vieux, quoi. Ils nous racontent des trucs, et puis j'étais pas au courant. Et puis après, bon, j'ai vu, 83, vous vous en souvenez, cette fameuse parenthèse ouverte, jamais fermée,
Qui peut penser que, quand Mitterrand ouvre cette parenthèse, il reste un homme de gauche ? C'est le programme de Giscard, aujourd'hui. C'est exactement le programme de Giscard. Moi, je n'ai pas changé. J'avais ces idées en 81, je les ai toujours aujourd'hui, et je dis, mais si vous vouliez avoir un peu de mémoire, vous, la gauche, vous qui vous dites de gauche, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de défendre les idées de Giscard d'Estaing ? Quand Giscard d'Estaing nous dit que dans Le Point que le traité européen que le peuple a refusé, finalement il est devenu le traité de Lisbonne que le Congrès lui a fait avaler malgré tout, Giscard dit mais c'est le même texte et c'est la pensée de Giscard d'Estaing. Je pense que quand Giscard d'Estaing décédera, je le lui souhaite le plus tard possible, on découvrira l'importance de cet homme. Je pense qu'il est sous-estimé. La loi Veil, c'est lui quand même, c'est Simone Veil, mais Simone Veil, elle porte une loi qu'il a demandée lui. Donc il y a un moment donné où on réévaluera Giscard d'Estaing et on sous-évaluera Mitterrand, parce que Mitterrand a tué le PS. Et parce qu'il a tué le PS en 83, il a aussi tué le Parti communiste qui était accroché en disant on fait un programme commun. Plein de gens aujourd'hui, parce qu'on fait des réunions, parce qu'on dit extrême droite, etc., mais tous les gens qu'on rencontre des fiscalistes, des économistes, des commissaires de police, des banquiers. On était hier avec un responsable quasi planétaire d'un secteur informatique. Mais ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Est-ce que vous êtes dans une logique ? Ce que je veux dire, c'est que dans ce que vous faites, il y a une initiative. Ça, c'est inédit. D'accord ? Mais en fait, l'histoire de ce rassemblement-là, il est dans l'histoire depuis longtemps. Alors on l'appelle, quand on y est très hostile, rouge-brun. On l'a appelé... je pensais quand je vous lisais, je pensais à Buisson. Buisson, il a dit, dans une assez jolie formule, il a dit ce qui peut faire une majorité demain, c'est les gens qui vont à l'église en province le dimanche et les gens qui sont à l'enterrement de Johnny Hallyday. Bon, ça, il y a un projet de front de classe, comme on disait jadis, avec des guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait ? Vous espérez juste faire ce rassemblement, appelons-le comme on veut. Et franchement, il y a un peu de rouge, mais il y a beaucoup de brun dans votre affaire quand même. Vous essayez de faire ce rassemblement-là, ou alors il y a quelque chose de différent qui nous aurait échappé ? Je ne sais pas comment vous pouvez oser dire qu'il y a des bruns, là. C'est un négationnisme terrible. Cette façon de dire... Brun, vous savez ce que c'est ? Moi, mon père, un jour, ma mère lui a offert une chemise noire. Mon père a dit, je ne porterai jamais une chemise noire. Il était né en 21, il savait que chemise noire, fascisme, etc. Faisons un peu d'histoire, tout de même. Faisons un peu d'histoire. Qui sont ces bruns dont vous parlez ? Je veux bien que vous n'aimiez pas Philippe de Villiers, par exemple, mais Philippe de Villiers, c'est un républicain. Je n'ai pas dit qu'il n'ait pas dit ça. Alors, qui sont les bruns dont vous parlez ? Quand vous parlez des bruns... Non, mais attendez, c'est grave, c'est même insultant, les bruns. Les bruns, ce sont les fascistes. Ce sont les fascistes. Où sont les fascistes ? Suis-je un fasciste ? Parce que, attendez, quand vous parlez des rouges-bruns, non, mais faisons... mais faisons... Le problème, c'est pas de savoir si vous êtes un fasciste. Faisons un peu d'histoire. Mon problème, c'est de savoir si vous êtes alliés avec des gens dont les thèses ne sont pas des thèses républicaines, qui sont dans une quête identitaire au-dessus de tout et qui font injonction de choisir entre être français et être juif, entre être français et être basque, entre être français et aimer l'Europe. D'un mot, la phrase terrible, vous voyez, si on veut parler de slogan fasciste, la phrase terrible sur les gens qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas, avec comme division ça, c'est quand même un slogan qui a existé, qui était la France, vous l'aimez ou vous la quittez. Ça rappelle beaucoup ça. On va regarder cette phrase, effectivement, qui est écrite. Mais je n'ai pas dit que vous étiez fasciste, je n'ai pas parlé... On laisse répondre Michel Onfray. Les gens comprennent ce qui est dit. On n'a pas besoin de dire qu'on a traité quelqu'un de rouge-brun, puis après de dire qu'il n'était pas, c'était pas ça, mais que quand même, il défend des thèses qui ont déjà été défendues par des gens qui restent vrais. Non mais attendez, je réponds à votre question. On laisse répondre Michel Onfray. Je réponds à des trucs que j'ai dit, par exemple, si c'est ça l'ambition. L'expression rouge-brun n'a pas été utilisée par moi, mais par vous. Oui, exact. Permettez... historiquement quelque chose qui avait été beaucoup dit, et j'ai dit de manière hostile. Alors, les rouges-bruns, ça s'appelle les communistes quand ils sont dans la logique du pacte germano-soviétique. C'est ça, les rouges-bruns. Ribbentrop-Molotov, le pacte qui dure 2 ans et qui fait que les communistes français ne sont pas dans la résistance mais dans la collaboration, ce sont eux, les rouges-bruns. Donc quand Bernard-Henri Lévy dit que je suis Jacques Doriot, moi j'ai jamais été communiste. J'ai jamais été communiste. Ce type qui part du communisme et qui arrive à porter l'uniforme de la LVF sur le front russe, c'est moi.
Moi, j'ai jamais été communiste, j'ai pas porté de... Ben non, mais c'est vous qui parlez de rouge-brun, c'est insultant. C'est insultant. Mais parlons plutôt... Parlons plutôt... Vous ne voulez pas y répondre, vous répondez à Bernard-Henri Lévy, je suis en train de vous répondre. Et vous nous expliquez ce que vous n'êtes pas. Je vous demande qu'est-ce que vous êtes. Mais vous êtes en train de défendre des idées de Bernard-Henri Lévy. Quand j'attaque BHL, c'est vous que j'attaque aussi, je peux le faire, franchement. Allez. Mes idées sont effectivement que il y a un double partage. Oui, la droite et la gauche, ça existe toujours. Oui, je suis de gauche, n'en déplaise aux gens qui défendent les idées de Giscard en pensant qu'ils sont de gauche. Bon, eh bien, si Libé croit que c'est un journal de gauche, libre à eux de croire que, en louant l'utérus des femmes, on est un homme de gauche. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que Léon Blum ou que Jean Jaurès, voire François Mitterrand, auraient accepté qu'on puisse prostituer le ventre des femmes en estimant que c'est un grand progrès de gauche. Permettez-moi, dans ces cas-là, de ne pas être de gauche. Et permettez-moi, pour le coup, que quand des gens disent non, on ne marchandise pas le corps des femmes, je puisse dire, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, mais ce sont des gens de droite, ils vont à la messe le dimanche, donc ça sent pas le truc brun, etc. Je dis, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Si quelqu'un me dit, on ne prostitue pas le ventre des femmes, je ne veux pas savoir s'il est de droite ou de gauche. Voilà, je trouve que la question de la vérité, elle est en jeu ici. C'est plus la droite. Vous ne trouvez pas, vous preniez tout à l'heure, vous me disiez que sur les termes, il y avait des choses que vous trouviez insultantes. Pour les femmes qui demandent la PMA, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, ou de la GPA. Vous ne trouvez pas, celles qui demandent ça, vous ne trouvez pas que c'est un peu insultant de dire qu'elles sont militantes de la prostitution? C'est vous qui êtes insultant. Je n'ai pas parlé de la PMA, j'ai parlé de la GPA. Excusez-moi. C'est pas exactement la même chose. Mais même sur la GPA. Non, donc, pas même. est-ce que sur la GPA, quelqu'un qui défend la GPA est militant de la prostitution? Et soyons quand même clairs sur ce sujet-là. Est-ce que c'est Attendez, c'est difficile. C'est difficile. Vous me posez des questions. Non, mais vous me posez des questions, vous m'interdisez d'y répondre. Ça devient compliqué. Je vous parlais des rouges-bruns, je vous réponds sur les rouges-bruns, vous me dites c'est pas le sujet. Bon, d'accord. Je vous parle de la gestation pour autrui, vous me parlez de la procréation médicalement assistée en me disant que j'ai dit la même chose sur les deux sujets. Mais arrêtez, j'ai pas parlé de la procréation médicalement assistée. Et je suis pour, si c'est ça que vous voulez savoir. Quand je vous dis que la gestation pour autrui, c'est-à-dire la possibilité de dire à quelqu'un vous portez mon enfant, vous me le donnez, je vous le paye, je dis ça ne peut pas être une idée de gauche. C'est tout ce que je dis. Donc j'ai pas fini la réponse à votre première question, vous disant qu'il y avait effectivement une ligne de fracture entre droite et gauche, mais il y a aussi une ligne de fracture entre souverainistes et les gens qui ne sont pas souverainistes. Qu'est-ce qu'un souverainiste? C'est une méthode. On peut reprendre une phrase, pardon, de vous interrompre, Michel Onfray, une citation effectivement qui revient à ce que disait un peu Jean-Luc tout à l'heure. Le problème n'est plus d'opposer ceux qui votent à droite et ceux qui votent à gauche, mais ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Oui. C'est vrai que ça ressemble fortement à un slogan qu'on retrouve au Rassemblement national. Quand elle s'oppose à Emmanuel Macron. Là, je découvre la phrase croix. Tout à l'heure, vous avez dit aime. Oui, c'est vrai. Ça fait des approximations. À chaque fois que vous me faites une remarque, c'est une approximation. Qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Oui. On se dit, tiens, ça teinte aux oreilles, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et quand Marine Le Pen dit, par exemple, que le général de Gaulle a été l'honneur de la France le 18 juin, par exemple, qu'est-ce que je dois dire? Que le soleil se lève ou qu'il pleut, on ne va pas dire le contraire. Donc, moi, ma mesure, c'est pas Marine Le Pen. Excusez-moi. Je me réveille pas le matin, je suis pas abonné à ses comptes Twitter pour savoir ce qu'elle dit, pour savoir ce que je dois penser, puisque si elle dit une chose, je dois penser le contraire pour pouvoir avoir le droit. Mais vous avez, alors disons les choses, vous tentez de rassembler comme elle, à côté d'elle, face à Emmanuel Macron. Si vraiment je roulais pour Marine Le Pen, j'aurais pas besoin de faire tout ce que je fais, de me prendre tout ce que je me prends sur la figure. Il me suffirait juste de dire, je suis un grand garçon, si je voulais le dire, je le dirais. On m'a assez insulté, je pourrais très bien dire, aujourd'hui, je m'engage au Rassemblement national et je défends Marine Le Pen. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Si je propose quelque chose à côté, en faisant des références qui ne sont pas celles de Marine Le Pen, qui d'ailleurs a des références très changeantes, suivant les années, suivant les décennies, je souhaiterais qu'on arrête, à chaque fois qu'on m'invite, de me dire « Alors Marine Le Pen, vous en êtes où ?» On ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais rencontré, on n'a aucune relation. Je ne vous ai pas dit ça. Je dis que ça ressemble au combat de Marine Le Pen, évidemment, face à Emmanuel Macron, et vous vous situez sur une ligne parallèle. Alors pourquoi vous ne me dites pas « Ça rappelle un peu le général de Gaulle » ? Oui, peut-être le général de Gaulle, parce que vous êtes pour une Europe des peuples, des États, et pas pour une Europe intégrée comme le général de Gaulle. Voilà. C'est ça que vous dites. Voilà, on est d'accord. Mais c'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pourrait valoriser mon propos en disant « Ah, vous restaurez quand même la pensée du général de Gaulle sur ce sujet-là », on considère qu'il vaut mieux dire « Mais comme Marine Le Pen, vous pensez que… » Mais moi, je pense qu'effectivement, je n'ai rien à faire que les gens soient homosexuels, transsexuels, gays, lesbiens, je ne sais quoi. Je n'ai rien à faire du fait qu'ils soient blancs, jaunes, noirs, etc. Qu'ils soient catholiques, musulmans, pratiquants, etc. Je n'ai rien à faire avec ça. C'est pas mon propos. Je suis pas un communautariste. Le républicain libertaire que je suis dit, est-ce que vous avez envie de croire au projet français ?
croire. On peut même s'entendre sur aimer ou pas aimer, je veux bien, c'est une seconde Croire au question. projet français. Mais est-ce que vous avez envie de dire, on a envie de fabriquer quelque chose avec la France? C'est un pays avec une tradition, avec une culture, avec une gastronomie, avec une façon d'être, des paysages, avec une langue, avec une subtilité particulière. Quand on fait de la philo allemande, c'est pas la philosophie grecque, qui n'est pas la philosophie française, qui n'est pas la philosophie empirique anglo-saxonne. Donc il y a une existence de la France, avez-vous envie d'en être, oui ou non? C'est tout. Est-ce que c'est raciste? Est-ce que c'est xénophobe? Est-ce que c'est penser comme le général Boulanger? Est-ce que c'est être Jacques Doriot? Est-ce que c'est être Marcel Déat? Est-ce que c'est être Marine Le Pen? Je pense que non. Il y a plein de gens qui aiment la France et qui ne se disent pas « Oui, mais si Marine Le Pen aime la France et que j'aime moi-même la France, c'est que je suis un suppôt de Marine Le Pen. » C'est un faux syllogisme. Non, je dis que c'est la même chose. J'ai pas dit que vous étiez un suppôt de Marine Le Pen. Oui, en fait, vous ne croyez plus aux partis politiques parce qu'on se dit au fond, l'alliance souverainiste de droite et de gauche, c'est vrai, il y aurait une alliance Mélenchon-Marine Le Pen, comme on peut comparer un peu à ce qui s'est passé en Italie. Il n'y en aura pas. Non. Donc ça passera forcément par vous. Pas par moi, par Machine vous. de guerre de la plèbe, dites-vous, de cette démarche. Mais Marine Le Pen n'a qu'une envie, c'est d'arriver au pouvoir. Et Mélenchon n'a qu'une envie, c'est d'arriver aussi au pouvoir. Oui, mais et votre mouvement, ça finira par un mouvement politique quand même. Eh bien, je ne sais pas. Je vous assure, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais a priori, quand avec Stéphane Simon, on lance cette aventure, on a envie de faire une revue qui ne soit pas subventionnée par l'argent public. Moi, je me fais démolir aujourd'hui dans un journal qui ne vit que parce que l'argent du contribuable permet à Libération, au Monde, etc. d'exister, qui ne fonctionne pas avec la publicité. Nous n'avons aucune publicité, donc on n'a pas des obligations de se dire « Ah ben là, on a un annonceur, c'est le groupe machin, dans ce groupe machin, il y a bidule et un tel, on ne va pas pouvoir attaquer tel ou tel autre, etc. » Nous sommes libres parce que ce sont les lecteurs qui nous rendent libres. On fabrique dès le départ un lieu dans lequel, quand on dit souverainisme, on ne va pas se faire traiter de fasciste. C'est tout ce qu'on fait. Après ça, on se retrouve avec plus de 30 000 abonnés. On se retrouve avec des choses extravagantes. Plein de gens qui m'arrêtent dans la rue. Avec une garantie d'avoir de l'argent pour continuer à travailler pendant des années, dit-on. Pas deux. 2 années. Oui. Jusqu'à l'élection présidentielle. Non, mais écoutez, on aurait eu 5 millions, je vous aurais dit, on a de quoi travailler pendant 10 ans. On a un peu plus d'1 million, ce qui nous permet, quand vous regardez au prix du numéro, 250 000 euros pour un numéro, ça ne va pas nous permettre de faire des notes de frais, comme tous les députés, les sénateurs, pour aller manger à la maison du caviar, etc. Vous n'avez pas cité les journalistes, vous avez décidé d'être sympa avec nous. Ou comme les journalistes, peut-être vous avez raison, j'aurais pu... Une petite question courte pour finir. Ouais. Oui, je suis désarçonné parce qu'il n'y avait pas vraiment de questions à poser sur les notes de frais, mais je ne pense pas à un problème si fondamental que ça. Non, juste la question que je veux vous poser, c'est quand même, là, on est dans une volonté de structurer politiquement. Je le comprends en plus, parce que le mouvement des Gilets jaunes, qui est loin d'être éteint, qui est quelque chose qui continue à exister dans le pays, au moins dans l'intellect collectif de la nation, ces mouvements-là ont horreur du vide. Il y a un moment donné, ils ont besoin de structuration politique, et ils ont vu que quand ils ont échoué, ça leur a posé un problème. Finalement, est-ce que le nom que vous allez donner à votre rassemblement, là, dont je n'évoquerai plus la couleur parce que ça vous met en colère, ce serait... il y aura du jaune dedans, quoi. C'est le parti jaune, c'est quoi? Il y a un truc... Non, mais ce que je veux dire, c'est cet espace-là, oui, c'est ça qui vous... J'allais vous répondre. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas pris le temps de lire cette revue, plutôt que de tirer des plans sur la comète en disant « Alors, ce sera qui, ce sera quoi, votre candidat dans 2 ans, etc. » C'est pas notre propos. On a fait une revue, on m'a traité de fasciste, la revue, elle était invisible. Elle était invisible. Elle est visible. Je vous ai pas dit ça sera qui, ça sera quoi et qui sera candidat. Je vous demande si vous êtes dans l'espace politique. Vous êtes en train de me dire que je vais créer un parti. Oui, d'accord. Puisque vous dites un rassemblement, vous avez compris, un peu comme Marine Le Pen. C'est pas honteux de faire des partis politiques. Oui, mais c'est même assez on va dire un mouvement, alors. On va dire un mouvement, c'est mieux. On n'a pas ce projet-là. On a, depuis le 18 juin, on n'a pas choisi la date par hasard. C'est pas une date de Marine Le Pen, c'est une date gaulliste et gaullienne. On a choisi de faire un site et il nous arrive à peu près 300 contributions par jour. Moi, mon modèle, c'est LIP. C'est LIP. C'est pas le soviet de l'Union soviétique, encore que... C'est-à-dire l'usine de montres qui a été fermée, il faut préciser, parce que ça remonte aussi. Et autogérée. Voilà, le mot important, c'est ça, c'est l'autogestion. Ce que nous souhaitons, c'est réhabiliter l'autogestion. Je suis sûr que les journalistes ici, vous préféreriez faire votre boulot autrement plutôt que de regarder les comptes en vous disant on a fait combien d'audience et d'audimat, parce que vous auriez envie de faire votre boulot autrement. Et je pense que si on disait aux journalistes libérez un petit peu vos talents, et vous en avez, et vous le savez, eh
bien, vous autogéreriez votre profession comme les marins-pêcheurs pourraient le faire, comme les paysans pourraient le faire, comme les petits commerçants pourraient le faire, comme les militaires, les commissaires pourraient le faire, et éventuellement, comme les gens dans les banlieues pourraient aussi le faire. Ce que nous proposons, c'est le principe de l'autogestion. C'est très exactement le contraire d'une espèce de jacobinisme, parce que Marine Le Pen est jacobine, et puis parce que Mélenchon, ils sont jacobins. Ce sont deux robespierristes. Nous préférons la Gironde. Programme, avant 2020, à la disposition d'un candidat quel qu'il soit, il faut que ça soit utile quand même. Hein, vous serez pour les référendums, vous les ferez adopter comment, vos propositions? On n'a pas ce projet-là, c'est un projet qu'on nous prête. Donc on a le projet, clairement avoué, de faire une revue de débat où on n'insulte pas les gens. Et quand quelqu'un nous dirait que l'Europe de Maastricht est formidable, on ne traiterait pas de fasciste, on aurait envie d'avoir un débat intelligent avec lui, sans le mépriser, pour pouvoir entendre ses arguments. C'est tout ce que nous voulons. On a un succès qui nous déborde, ce succès qui nous déborde nous fait que les gens nous disent mais il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se parle, il faut qu'on échange, il faut qu'on ait des choses à dire. Moi j'apprends plein de choses, on fait des rencontres avec des fiscalistes, avec des économistes, j'apprends des choses moi. Et je me dis mais le génie du peuple il est là. On était hier soir avec des banquiers qui nous vous ont apprenaient appris des choses. Voilà. Et je pense que si tout le monde se fréquentez nourrit des mutuellement... banquiers, alors Michel Onfray fréquente des banquiers, Non, mais c'est un monde nouveau. D'un mot, Michel Onfray, pardon. Non, je plaisante. D'un mot, il y aura un monde d'après. On s'interroge théoriquement à cette heure-là. Il y aura un monde d'après. Il est déjà là, le monde d'après. Il est déjà là. Il est déjà là, le monde d'après, vous avez bien vu. Moi, je ne peux pas être anticapitaliste, puisque je dis que le capitalisme, c'est la forme de la production depuis qu'il y a de la rareté, depuis les coquillages magnifiques de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc le capitalisme est en train de dire, faisons de cette épidémie de quoi revendre des produits, de quoi placer des produits. Donc évidemment, le monde d'après, il est là. Et d'ailleurs, je dois dire que le monde d'après, il était déjà un peu là avant. Merci beaucoup, Michel Onfray.